Bonjour à tous et à toutes. Comme promis, je fais cette vidéo sur la médiation dans le cadre des démarches de justice, dans le cadre des séparations ou des divorces avec le manipulateur ou la manipulatrice et ou pervers narcissique. Pour commencer, je tiens justement à souligner un petit peu ces termes de manipulateur pervers narcissique, puisqu'on en parle tellement énormément et que c'est un mot qui est devenu tellement à la mode qu'il est largement galvaudé, réutilisé, déformé, transformé et pour finir presque ridiculisé ou en tout cas il perd de sa crédibilité. Alors je rappelle que c'est pas parce qu'un mot est à la mode et qu'il est euh, par là même énormément utilisé dans des contextes qui ne sont pas forcément les bons, que la chose n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'un mot est à la mode qu'il faut tout à fait le rejeter. Ceci étant dit, effectivement, c'est un petit peu compliqué de l'utiliser. Ça demande, voilà, c'est un petit peu compliqué. Anne-Laure Buffet, par exemple, qui a fait de très très belles interventions sur les radios, etc., dans des conférences, qui a écrit énormément de livres très intéressants, dont Les mères qui blessent et les prisons familiales. Dans les prisons familiales, pour sortir un petit peu du registre justement manipulateur, pervers narcissique ou bourreau, a utilisé le mot d'emprisonneur, qui est finalement pas mal, puisque c'est vrai que ce concept d'avoir le sentiment de vivre enfermé dans une prison est très juste, très pertinent. C'est une image qui est très pertinente. L'impression de rester dans un espace qui nous est attribué, de ne pas pouvoir en sortir, de ne pas avoir de liberté. Mais moi, je continuerai malgré tout dans les vidéos que je fais à rester sur les termes classiques, n'en déplaise à ceux qui trouvent que c'est problématique parce qu'au fond, quand vous avez eu affaire à ce type de personnes, que vous avez vécu les choses dans votre chair, dans votre âme, dans votre cœur, dans votre esprit, vous savez au fond de vous qu'est-ce que c'est. Et les vidéos que je fais s'adressent essentiellement à ces personnes-là, à des personnes qui le vivent, qui le subissent et qui sont en chemin, je l'espère, pour ouvrir leurs yeux et à devenir lucides, apprendre, comprendre, arriver à sortir des schémas, des mécanismes pour pouvoir se reconstruire, pour pouvoir grandir et retrouver cette liberté. Voilà, donc c'était quelque chose que je voulais voilà, vous dire. Dans les vidéos, à chaque fois, je mettrai en dessous des liens pour vous renvoyer à d'autres personnes qui peut-être expliqueront les choses mieux que moi, peut-être avec plus d'expertise, peut-être avec d'autres mots, et ça viendra enrichir votre cheminement, je l'espère. Notamment justement la référence du livre de Anne-Laure Buffet, Les prisons familiales. Alors, c'est un sujet qui est très peu abordé et qui nécessite, je pense, un petit peu d'aide parce qu'il y a, justement, c'est une vraie épreuve que celle de se rendre à une médiation quand, dans un contexte de séparation, de divorce, ou avant ou après le divorce d'ailleurs, parce que c'est pas parce que vous avez divorcé et signé ces fameux papiers euh, que vous êtes libéré. En fait, ça ne s'arrête pas à ce moment-là. Si vous croyez que vous allez pouvoir ressusciter et enfin vivre à ce moment-là, préparez-vous à ce que ce soit pas du tout le cas, que ce soit compliqué, que ça dure encore plus ou moins longtemps en fonction du degré, on va dire, de toxicité ou de maladie de la personne qui veut vous détruire, qui vous en veut, que vous avez osé abandonner. Donc voilà. Là, en l'occurrence, donc là, en l'occurrence, je fais cette vidéo pour les personnes, hommes ou femmes, qui vont devoir aller affronter en médiation la personne qui les a torturés au sein du couple par rapport à une situation de séparation, de divorce, avec des questions autour de la garde des enfants. Donc c'est quand même assez spécifique. Il y a deux erreurs fondamentales à ne pas faire. Je commence comme ça. Les choses à ne pas faire. Petit 1, ne pas se préparer.
ne pas se préparer du tout pour ce genre de choc. C'est comme devoir courir un marathon et ne pas aller courir une seule fois de toute l'année, faire le tour du quartier, ne pas se préparer à vraiment une épreuve en plus qui pourrait se reproduire parce que c'est pas forcément une seule médiation, il peut y en avoir plusieurs. Ça va dépendre de comment ça va s'articuler. Donc, c'est important de se préparer physiquement, mentalement, psychologiquement, affectivement, émotionnellement, voilà, tous les mots. Ça veut dire, voilà, peut-être prendre un petit cahier, noter bien les choses que vous allez avoir besoin de mettre en place pour pouvoir affronter ce moment délicat. Vous allez vous retrouver dans la même pièce que la personne qui veut peut-être vous détruire, vous asservir, vous contrôler, continuer à avoir de l'emprise sur vous, vous tester, découvrir qu'est-ce que vous savez, quels sont vous faire parler pour savoir quels sont éventuellement les angles d'attaque auxquels il ou elle devra se préparer dans le cas d'une confrontation au JAF. Donc, ça n'est pas du tout anodin. C'est une véritable épreuve que celle-là. La deuxième erreur à éviter, c'est de croire que les médiations peuvent être utiles, que finalement, peut-être que ça va servir parce que vous n'êtes pas en fait encore tout à fait conscient, vous n'êtes pas encore assez informé, vous êtes encore dans le doute, vous avez encore peut-être des sentiments pour cette personne, des regrets dans le sens où vous auriez tellement voulu que votre famille n'éclate pas comme ça. Vous êtes peut-être encore sous emprise, vous avez peut-être encore peur de cette personne, vous avez peut-être tendance à vous effacer encore, à ne pas savoir qui vous n'êtes pas clair au fond de vous-même. Et donc, vous risquez de retomber dans le même fameux piège de croire que la personne qui vous maltraite depuis un certain temps n'est pas que ça, c'est aussi une personne qui peut être bien, qui vous a dit aussi des choses gentilles, c'est aussi quelqu'un qui a été peut-être merveilleux, surtout au début, dans la période du love bombing. Et cette personne dont vous êtes tombée amoureuse ou amoureux, vous avez envie d'y croire encore en fait, et vous avez envie de croire encore que peut-être que cette personne qui vous a aimé, enfin que vous croyez, en tout cas qui a bien joué le jeu du prince ou de la princesse charmante. Pour les enfants, pour le bien des enfants, il y a peut-être moyen. Vous êtes une bonne personne et vous avez envie de croire en la bonté de l'être humain. Et pour vous, tous les êtres humains se font de bonté quelque part et vous espérez que peut-être ça va réveiller ça. Mais en fait, vous devez garder à l'esprit que ces gens qui sont vos bourreaux sont bien sûr des gens qui sont aussi des victimes en vrai, mais ils sont des gens qui sont malades surtout. Et ils sont malades d'une maladie qu'ils ne reconnaissent pas, qu'ils ne veulent pas guérir, pour lesquels ils sont dans le déni le plus absolu. Donc ce ne sont pas des gens qui évolueront. Ils pourront jamais, c'est difficile à dire. Vous ne pourrez pas les sauver, vous ne pourrez pas les faire changer vous ne pourrez pas les amener vers la lumière, vous ne pourrez pas les faire changer, vous ne pourrez pas les sauver. Donc, abandonnez ça. Ne croyez surtout pas s'ils sont à l'initiative de ces médiations, qu'ils l'ont fait vraiment dans un réel souci de trouver une solution, de quelque chose de bon et de positif pour les enfants. Ne croyez pas ça c'est faux, ça c'est de la mythologie pour préparer éventuellement des attaques, pour se faire passer pour une bonne personne et l'autre pour un tordu. Donc n'y allez pas en pensant, ne tombez pas dans le piège de vous dire peut-être qu'il y a moyen de moyenner. Ne doutez pas de vous aussi non plus. Et ne vous dites pas que vous vous êtes peut-être trompé. Essayez de vous souvenir des pires, peut-être 2-3 moments où ça a été juste horrible. 2-3 moments où vous avez tellement été pas du tout respecté. Et raccrochez-vous à ces moments-là dans les moments où vous commencez à douter. Parce que c'est de l'ensorcellement, entre guillemets, pour continuer à vous maintenir, à avoir une emprise sur vous, à avoir de l'ascendant, en fait. Voilà. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, même si j'ai envie de partager des milliards de choses, mais je sais qu'à notre époque, si c'est pas court, on abandonne en cours de route. Alors, les conseils.
Si vous avez tendance à avoir votre cerveau qui disjoncte, à vous mettre en sécurité, du coup à avoir une mémoire cotonneuse ou une mémoire compliquée, ou que vous décrochez, vous dissociez votre cerveau dans les discussions parce que c'est des mécanismes de survie qui se sont mis en place, vous pouvez toujours demander à avoir le droit de venir avec un petit cahier pour prendre des notes, pour vous souvenir les mots-clés, les choses qui sont importantes. Voilà, ça peut vous aider à ne pas vous perdre, ne pas être endormi dans ces moments-là. Et puis aussi, après la séance, vous verrez, les choses, elles vont avoir tendance à s'embrouiller, à disparaître, vous allez être un peu perdu. Mais le fait d'avoir écrit, ça va vous rappeler, ah oui, mais alors il y a eu ça, 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 ça. Et ça va vous aider s'il y a d'autres médiations, pour pouvoir articuler votre défense, entre guillemets, en tout cas votre position, vos discours, ce que vous avez à dire. Donc, vous pouvez demander à avoir quelque chose pour écrire. La chose la plus difficile et la plus importante, et là je vous demande de bien ouvrir vos oreilles, de bien vous accrocher. Le truc le plus difficile, c'est que vous allez vous retrouver dans une situation où l'autre va vouloir vous faire monter sur le ring. Il va utiliser tout ce qu'il sait faire, appuyer sur tous les boutons qu'il connaît de vous. Il vous connaît par cœur, il connaît vos failles, il sait ce qui va vous faire du mal, ce qui peut vous faire réagir et vous mettre en colère, vous faire sortir de vos gonds, vous faire passer pour une personne folle, colérique, hystérique. Et pour ça, il va utiliser tout ce qui est possible. Les mensonges, il va dire des choses juste atroces, abominables, qui sont le contraire de ce qui s'est passé. Inversement des rôles, il va vous accuser de faire des choses que vous vivez. Donc vous allez être dans un immense sentiment d'injustice, profond sentiment d'injustice, et peut-être que vous allez vouloir que votre parole soit entendue et crue par le médiateur. Vous allez confondre le médiateur avec un juge. Sachez, pour rappel, que tout ce qui est dit dans les médiations n'a absolument aucune incidence, n'est consigné nulle part et ne sert à rien. S'il devait y avoir des suites judiciaires auprès d'un juge, vous pouvez dire tout et n'importe quoi, ça ne sert à rien. Donc, mettez-vous bien dans la tête que le médiateur, n'essayez pas de mettre le médiateur de votre côté ou de voir que l'autre, avec la manipulation, essaie de mettre le médiateur de son côté. Vous vous en foutez complètement. Ce que le médiateur pense, vous vous en foutez complètement. Vous, votre objectif, c'est de faire que cette heure et demie que vous allez passer dans cette pièce horrible passe le plus vite possible et que vous ayez le moins possible dit de choses. Ça, c'est le jeu. Donc, ça veut dire parler le moins possible. Laisser l'autre parler, prendre la place, dire n'importe quoi, sans réagir, sans surtout laisser les émotions au placard. D'accord? Vous allez aller là-bas en vous disant, OK, j'ouvre la porte du... Vous savez, imaginez les petits trucs qu'il y a dans les séries américaines, dans les lycées ou dans les vestiaires de sport en métallique où on a la clé, on met les trucs dont on n'a pas besoin, on ferme la clé, on va faire le cours et après on vient récupérer. Ben, la même chose, vous avez cette petite boîte en fer là, hein, vous allez y mettre toutes vos émotions. Vous allez y mettre votre sentiment d'injustice, votre colère, au passage en homéopathie, Staphylos agria, Nux vomica, votre tristesse, Ignacia, toutes les émotions en fait qui font que vous avez l'impression que vous n'arrivez pas, que vous pataugez dans une espèce de truc tout pourri, vous n'arrivez pas à vous retrouver, vous n'arrivez pas à être la personne forte que vous voulez être. Toutes ces émotions, tous ces sentiments, vous les mettez dans cette petite boîte, vous fermez à clé, vous pouvez même le visualiser et vous dites ok, maintenant je vais y aller sans me faire avoir par les émotions. À aucun moment. C'est-à-dire que tout ça, c'est contrôlé. Vous êtes dans un hyper contrôle de vous-même. Pour ça, vous êtes centré. Vous savez qui vous êtes, vous savez la valeur que vous avez. Vous êtes une belle personne, extrêmement forte. Vous savez que ce que vous avez vécu, vous savez que les gens sont peut-être pas prêts à le comprendre et à l'entendre. Donc vous ne cherchez surtout pas à obtenir justice. Vous en avez rien à faire. La seule chose qui compte, c'est cette solidité intérieure, cet amour de vous-même, cette confiance en vous-même, ce centrage. Ça veut dire aussi dans le corps, c'est très important le corps, ça veut dire dans le corps, vous vous tenez droit,
S'il y a des chaises qui sont plutôt, vous savez, où vous n'appuyez pas votre dos sur le dossier. Ça va vous rendre, c'est idiot ce que je vous dis, mais pas du tout en vrai. Ça va mettre une verticalité dans votre dos et ça va vous donner une espèce de puissance en fait, qui fait que vous êtes ici, là, et c'est le langage corporel. C'est important le langage corporel. Pareil, vous allez éviter de Il y a des moments où vous n'y arriverez pas, forcément, parce que vous allez avoir tellement de stress, d'angoisse. C'est tellement dur que forcément, il y a des moments où vos mains, vous allez les triturer et tout. Mais le plus vous allez vous montrer calme et sereine, le plus fort vous allez être. Calme et serein aussi, hein, parce que masculin, hein, parce qu'il y a des femmes qui sont redoutables, qui sont de véritables monstres. Ça, c'est quelque chose d'important dans le corps. Par rapport aussi à la préparation, très important avant de vous rendre là-bas, même pendant, si vous sentez que vous commencez à avoir du mal à gérer vos émotions, vraiment concentrez-vous sur la respiration. La respiration, c'est magique. Donc, vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Alors, évidemment, ça, vous pouvez surtout le faire avant parce que vous allez être bizarre si en plein, pendant le truc, vous faites... Ça va être bizarre. Mais pourquoi pas? De toute façon, si vous êtes en détresse, vous pouvez très bien. Alors ça, c'est aussi des trucs qu'il faut que vous mettiez dans la tête. Si ça devient extrêmement compliqué, par exemple, l'autre personne a sorti un mensonge qui est juste insupportable à tolérer, vous pouvez dire, écoutez, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Vous allez aux toilettes et vous faites cet exercice de respiration en vous regardant dans le miroir, s'il y a un miroir, et en vous disant, je suis forte, je suis fort, je suis courageux, je suis courageuse, je sais ce que je vaux, je me recentre, je remets les émotions au placard, je n'en ai pas besoin, je les reprendrai après, je me concentre, je suis fort, je suis tout ce qui est positif, dites-vous tout ce qui est positif. Voilà, ça c'est un truc qui peut être utile. Ne pas monter sur le ring, ne pas monter sur le ring. Si vous montez sur le ring, redescendez tout de suite du ring. Vous devez être capable de vous rendre compte du moment où il a réussi à aller appuyer sur le truc, il ou elle, sur le truc qui fait que vous allez péter les plombs, sortir de vos gonds, là vous avez perdu. Vous avez perdu parce que il a encore du pouvoir sur vous. Alors, c'est très jouissif de ne pas monter sur le ring. Croyez-moi, c'est très jouissif. Parce qu'à ce moment-là, vous montrez à l'autre que c'est fini. C'est fini, il n'a plus de pouvoir en fait. Il n'a plus ce pouvoir. Vous n'avez plus peur, vous n'avez plus peur de cette personne. Il n'a plus d'emprise, il n'a plus de pouvoir. Vous êtes redevenu une personne autonome, indépendante. Et non seulement vous êtes autonome et indépendante, mais vous n'êtes pas mort, vous vous êtes pas tué, vous êtes pas. Peut-être que c'est très difficile. Vous êtes encore dans la période où c'est juste très difficile. Vous avez les cernes, les machins, vous êtes épuisé, vous pleurez beaucoup. Mais ça, on s'en fout parce que l'autre, c'est parce qu'il va voir que vous lui tenez tête et qu'il peut plus jouer au chat et à la souris. Et ça vous donne une force intérieure et beaucoup d'estime de vous-même du coup. Parce que purée, c'est courageux. C'est courageux de faire ce travail-là et en même temps, c'est beau et peut-être dans un idéal de sagesse extrême, on pourrait presque dire merci à l'autre quelque part parce que finalement, toute cette noirceur, toute cette violence, toute cette toxicité, ça vous a peut-être obligé d'aller chercher au fond de vous vos ressources et du coup de prendre conscience de votre valeur comme jamais avant vous avez pu le faire. C'est-à-dire apprendre à vous aimer, apprendre à vous faire confiance, apprendre à devenir un être accompli. Accompli, c'est un grand mot, mais en tout cas, peut-être ça vous a obligé à être dans une résilience extraordinaire. Bon, ça, c'est un autre sujet. Là, on va un petit peu plus loin. Les autres choses qui peuvent vous aider, alors là, je vais avoir l'air un petit peu bizarre, c'est ce que j'appelle les gris-gris. Les gris-gris. Les gris-gris, c'est toutes les choses qui vont vous donner de la force symboliquement. Donc, les objets, ça peut être dans les fleurs de bac rescue. Vous pouvez avoir rescue dans votre sac et du coup prendre rescue avant, prendre rescue pendant, prendre rescue après. Vous, ça, les fleurs de bac, ça vous parle, c'est quelque chose qui vous parle ou une huile essentielle que vous aimez beaucoup
ou un onguent, quelque chose que vous allez pouvoir respirer pendant la médiation et qui va vous donner comme ça de la force, qui va aussi vous permettre peut-être d'avoir une pensée heureuse par rapport je sais pas, si vous aimez, je sais pas, mais par exemple, une huile essentielle qui, pour vous, symboliquement, ramène à quelque chose, par exemple, à votre territoire. Par exemple, une huile essentielle d'hélicryse corse. Vous êtes corse, ben, voilà, vous avez la Corse avec vous. Je donne des exemples. Mais, ça peut être un objet de famille, une bague, un bijou qui a appartenu à quelqu'un que vous aimez, qui est mort et qui est toujours là pour vous dans les moments les plus difficiles de votre vie. N'hésitez pas à invoquer les ancêtres, les personnes ou les guides si vous avez des croyances, ou des saints, ou des anges. Enfin, chacun a le droit d'avoir ses propres ressources magiques, entre guillemets, qui sont symboliquement importantes parce que ça va vous donner confiance en vous et ça va vous donner de la force. Je pense aussi à un autre truc qui peut être rigolo, c'est porter un habit. Un habit, par exemple, qui était interdit, que vous n'aviez pas le droit de porter avec cette personne, que ça faisait partie des habits, non, c'était pas possible. Ce jour-là, vous le portez parce que vous voulez montrer que vous êtes un esclave affranchi, donc que vous êtes libre, que vous avez quitté la prison et que si vous mettez ce que vous voulez, vous vous coiffez comme vous voulez, vous mettez le vernis à ongles que vous voulez, vous vous maquillez comme vous voulez, vous n'avez plus de compte à rendre ou de crainte à avoir. Ou ça peut être aussi porter un vêtement, par exemple, avec un dragon dessus, un t-shirt avec un dragon. Du coup, voilà, symboliquement, vous avez la force du dragon, ou une robe léopard. Alors, vous avez la force du léopard. C'est des petites choses en plus. Dans le même esprit, vous pouvez aussi utiliser les visualisations. Ça veut dire décider avant d'aller à la médiation que si vous vous sentez en difficulté, parce que c'est vrai que c'est difficile et très long, ça demande plusieurs années de sortir de l'emprise véritablement et de la peur. Il y a quelque chose, surtout si la relation a duré plusieurs années, il y a quand même des mécanismes dans l'ordre de l'inconscient, des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Même votre corps, vous ne pouvez pas contrôler les tremblements, vous ne pouvez pas contrôler euh, les sueurs froides, vous ne pouvez pas contrôler le cœur qui s'emballe. Il y a des choses comme ça, des restes de stress post-traumatique qui sont là. Donc, souvent, vous continuez à voir ces personnes comme des êtres extrêmement intelligents, extrêmement forts, extrêmement machiavéliques, qui arrivent tellement à retourner comme ça. Ils sont extraordinaires, en fait. Ils vous paraissent forts et du coup très supérieurs. Et vous vous dites que vous êtes une petite chose minable à côté, que vous allez vous faire écraser. C'est comme si c'était des énormes géants qui avaient toutes les armes qui existent sur la Terre et que vous êtes un petit troll avec une fleur dans la main, en fait. Et vous vous dites, le combat, il est inégal et j'y arriverai jamais, on ne me croira jamais. Personne ne me croira jamais si vous n'avez pas eu la chance d'avoir, si vous n'avez pas de preuves. C'est très très compliqué. Vous avez sûrement remarqué ça auprès de l'entourage. Quand le jour où vous osez commencer à parler, à dire les choses, on vous croit la plupart du temps pas. Et puis de toute façon, vous savez même pas quoi dire. Vous savez pas mettre les mots parce que vous comprenez pas ce qui vous arrive. Et c'est en entendant les autres, c'est en voyant des films comme par exemple L'amour et les forêts. Bon, bref, et en reconnaissant, en entendant les autres dire des choses, mais cette personne, elle parle de ma vie, mais ça, c'est ma vie, que vous comprenez petit à petit les choses. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Bref, je ne sais plus où j'en suis, ce que je vais vous dire. Les visualisations. Donc ça, c'est, ben, vous allez imaginer l'autre personne, celle qui vous fait peur, dans une situation qui est ridicule. C'est un peu comme dans Harry Potter. C'est complètement ça. Dans Harry Potter, quand il y a l'épouvantard qui sort du placard et qui prend la forme de la chose qui nous fait la plus peur, et ben la formule magique, c'est ridiculus. Ridiculus. Donc, il faut rendre l'autre ridiculus. Ridiculus, ça peut vouloir dire, vous l'imaginez avec une tête de coq, en fait. Donc, un peu ridicule, un coq, vous savez, un coq un peu nul, en fait, avec le petit truc qui pend là, le truc qui pend là, et de travers. Par exemple, ou une tête je sais pas, de cochon, ou une toute petite tête, ou vous l'imaginez tout petit, comme un petit personnage tout furieux avec la fumée qui sort des oreilles. Bon, ça, c'est pour les gens qui ont beaucoup d'imagination. Un peu comme un Tex Avery, et du coup, ça, il perd en crédibilité, il perd en force, vous en avez plus peur, en fait, c'est le même système que Ridiculous.
Voilà, je vous ai dit, je pense, à peu près tout ce que je voulais vous dire. Ah non, j'ai oublié un truc qui peut être aussi important. Renseignez-vous sur la communication non violente. Ça peut être très utile dans ce cadre-là également. Par exemple, il va dire quelque chose, par exemple, elle va dire oui, moi, je suis prête à garder les enfants tout le temps et à faire comme si mon ex-mari avait disparu. Ce qui en soi est une phrase assez violente quand on y réfléchit. Mais là, vous pouvez par exemple reformuler ce que l'autre a dit pour bien souligner la violence de la phrase et dire quand tu dis cette phrase, j'ai le sentiment que tu veux faire comme si je n'existais pas et me faire disparaître de ta vie et de la vie de nos enfants. Or, je suis le père de nos enfants et j'ai une place et un rôle à jouer. Alors là, si elle est très maligne, elle va rebondir, hein, vous inquiétez pas, elle va dire quelque chose du genre, oui, mais en fait, quand je voulais dire ça, j'étais prise par les émotions, mais c'est pas du tout ce que je voulais exprimer. Moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression, comme tu refuses la communication, j'ai l'impression que c'est impossible de pouvoir avoir une coparentalité, j'ai l'impression d'être seule à élever les enfants, j'ai toujours eu l'impression d'être seule à élever les enfants, je me sens très seule, c'est ce que je voulais dire. Moi, ce que je veux, c'est que on puisse justement communiquer pour être des parents. Enfin, voilà, donc vous inquiétez pas, hein, si la nana est très, très, très intelligente, très maligne, elle retombera sur ses pattes et on n'aura pas l'impression que c'était si violent que ça, finalement, cette phrase. Alors que vous savez très bien que c'est une menace de récupérer la garde des enfants pour vous enlever la pension alimentaire, pour passer pour le bon parent, l'autre aux yeux des autres et vous pour la personne folle qui est incapable voilà, de gérer les enfants parce que vous êtes malade psychologiquement et que vous êtes dangereuse. Vous êtes dangereuse ou dangereux pour vos enfants parce que vous êtes colérique, parce que vous êtes violent, parce que vous cassez tout à la maison, parce que vous pleurez, parce que mille et une raisons. Donc, utilisez la reformulation. Quand tu dis ce genre de choses, moi j'entends ça, est-ce que c'est bien ce que tu voulais exprimer? Laissez l'autre parler un maximum, ça fait passer le temps, ça c'est très 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 bien. Vous gagnez du temps pendant, voilà, et puis ça vous permet de respirer aussi. Toutes les petites formules qui vont être du genre, il va dire, la personne, elle va dire quelque chose et puis vous allez répondre, bah, ça c'est ce que tu penses, c'est ton opinion. C'est ton avis. Donc, du coup, en fait, ce que la personne veut imposer comme étant des vérités absolues deviennent finalement des ressentis subjectifs ou des croyances. Donc, vous permettez voilà, de rééquilibrer un petit peu la conversation sans remettre l'autre en question. Il a le droit de penser comme il pense, mais en même temps, ben, vous avez le droit aussi de ne pas penser de la même manière et c'est juste et c'est bon, quoi. Voilà. Donc, renseignez-vous bien sur toutes ces petites formules qui peuvent être utilisées, qui peuvent vous permettre de rééquilibrer un petit peu le dialogue si ça va trop loin. Voilà, j'espère du fond du cœur que cette vidéo sera utile. Je serai heureuse que vous m'écriviez en commentaire si vous avez pu utiliser quelques-unes de ces techniques à votre profit. Si vous avez déjà vécu cette situation et que vous avez vous avez mis en place d'autres façons de vous protéger ou de préparer cette médiation, que vous pouvez en faire profiter tout le monde, surtout faites-le. C'est vraiment important qu'on partage entre nous, qu'on puisse échanger les choses. Moi, j'ai mes techniques, mais mes techniques, ce sont celles qui correspondent peut-être à ma personnalité. Pour vous, peut-être la visualisation, c'est quelque chose qui est infaisable, mais il y a peut-être d'autres choses hyper intéressantes à mettre en place. Ne restez pas seul, soyez accompagnés par vos proches, par des psys, par des thérapeutes, même des énergéticiens, tout ce qui va être positif dans votre vie est bienvenu. Vous en avez vraiment besoin, donc accordez-vous le meilleur pour vous-même parce que c'est un moment de reconstruction, c'est un moment de grande, grande, grande fragilité aussi, à la fois d'une extrême force et d'une grande fragilité. C'est important d'être bien entouré. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur pour moi et puis ça m'encourage aussi à me dire que ça a du sens de faire ça. Si je partage ces vidéos, c'est pour que ce soit utile
pour que ça serve, pour qu'on puisse évoluer positivement les uns les autres et sortir de toutes ces violences. Si vous êtes médiateur, médiatrice, j'espère que cette vidéo sera aussi utile pour vous. Je finirai avec un petit exemple d'une situation qui m'a été rapportée. C'est un monsieur qui est toxique, qui est violent, qui a maltraité sa femme de violence psychologique pendant longtemps et notamment une fois sur un moment de colère, de crise, il avait pris une poupée en porcelaine qui appartenait à sa compagne et qui était un objet de famille très important sentimentalement pour elle. Et il avait fracassé cette poupée au sol qui s'était retrouvée en 1000 morceaux. Et lors de la médiation, il était dans un rôle, il jouait donc le rôle du mari perdu qui souffrait, qui ne voulait pas perdre l'amour de sa vie, qui voulait tellement pas de ce divorce, c'était terrible et qui pleurait, qui était la victime. Pourquoi sa femme voulait partir, il comprenait pas et il a eu cette phrase en pleine médiation de dire mais je veux pas te perdre, je tiens tellement à toi, tu es ma petite poupée en porcelaine. Donc il dit ça à sa compagne devant la médiatrice. Bah, pour la médiatrice, c'est touchant, voilà, c'est émouvant, c'est un homme qui est désespéré parce que sa femme veut partir et qui lui dit quelque chose de tendre. Ma petite poupée en porcelaine, c'est tendre. Mais pour la femme, ben, en fait, ça voulait tout dire. Ça voulait dire je te fracasse par terre en 1000 morceaux, en fait. Donc, c'était de la violence. Et c'est pour vous dire à quel point les choses peuvent être tellement perverses et tellement tordues que ça peut être totalement invisible pour les autres et que la seule personne dans la pièce qui savait ce que ça voulait dire, les seules personnes qui savaient ce que ça voulait dire, ben, c'était monsieur et madame. Et donc, si vous êtes médiateur et médiatrice, il y a de fortes chances que vous ayez été très bien formé pour justement tout ce qui est la communication non violente et absolument pas ou peu pour ce qui est des violences conjugales psychologiques invisibles. Je vous encourage à le faire, même si d'une certaine manière, vous n'êtes pas là pour poser un diagnostic ni pour juger une situation. Vous serez quand même plus conscient que vous pouvez parfois être manipulé et instrumentalisé pour participer à une séance de torture et que et peut-être vous serez plus réceptif ou plus vigilant sur les mots qui sont utilisés. Voilà. Une autre chose, justement, j'avais oublié, qui peut arriver aussi, le manipulateur ou la manipulatrice peut utiliser sa technique de gaslighting pendant la médiation sur le médiateur ou la médiatrice, c'est-à-dire dire des choses qui ne sont pas très claires. Il dit des choses, oui, il y a des mots, mais en fait, vous n'arrivez pas très bien à comprendre la pensée, ça part dans tous les sens, ça veut absolument rien dire, ça prend du temps. C'est du blablabla. Bla, bla, bla. C'est du blablabla pour vous endormir comme le serpent dans le livre de la jungle, le fou tout flou avec les yeux qui tournent, machin. Il y a une forme d'hypnotisation où on parle beaucoup et on dit des trucs qui veulent rien dire. Et dans ce cas-là, il est intéressant pour la victime d'intervenir quand vous repérez ça et de dire, de dire au médiateur, mais excusez-moi, mais en fait là, je ne comprends pas du tout ce qu'elle est en train de me dire là. Est-ce que vous comprenez? Parce que moi, je suis désolée, je ne comprends pas en fait. Et là, c'est intéressant parce que du coup, bah, l'autre, il est coupé dans son élan de dire du n'importe quoi, d'hypnose. La médiatrice ou le médiateur, d'un seul coup, se rend compte qu'effectivement, ben, non plus, on ne comprend rien du tout en fait. Et l'autre, ça l'oblige à recommencer, à expliquer quelque chose qui... Ça le met un peu en difficulté et ça vous permet aussi du coup de gagner du temps. Et aussi, il se rend compte qu'il ne peut pas s'amuser à ce jeu-là. À chaque fois qu'il part sur un truc qui ne veut rien dire, allez-y, soulignez-le de manière intelligente. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Est-ce que tu peux répéter? Parce que là, ce n'est pas du tout clair pour moi. Voilà. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vais mettre dans le texte d'autres liens, d'autres personnes que vous pouvez aller voir. C'est toujours riche de s'enrichir. C'est là la vraie richesse en vrai. Allez, je vous laisse.